parle, donc je suis ingénieur en informatique, donc diplômé de l'UTC, l'Université de Technologie de Compiègne. Et donc j'interviens de manière indépendante sur ces sujets de sobriété numérique. Mais tout ce que je vais dire sera aussi influencé par l'expérience que j'ai en tant que formateur au campus de la transition. Donc il y a un organisme de formation qui développe des formations avec une approche systémique sur les enjeux de transition écologique et sociale. Donc voilà, ça va être basé sur ces expériences-là. Et un petit mot aussi sur le contexte dans lequel je parle, qui forcément influence l'objet de cette conférence, qui est un contexte donc de consensus scientifique sur le réchauffement climatique et sur les dégradations de l'environnement. Donc depuis 50 ans, il y a ce consensus qui se résume pas seulement au réchauffement climatique, mais là je vous ai mis une image pour illustrer des frontières planétaires, donc qui montre qu'il y a plusieurs aspects qui garantissent aujourd'hui que notre planète Terre est habitable. Et donc, dans la préservation de cette habitabilité de la Terre, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et donc, entre autres le réchauffement climatique, mais pas que. Et aussi donc, dans un contexte où aujourd'hui on est encore loin des objectifs qui ont été fixés, notamment par les accords de Paris pris en 2015 par les États membres. Et donc aujourd'hui, en tout cas à la COP26, et je pense qu'aujourd'hui on est plutôt sur une tendance malheureusement qui n'est pas forcément porteuse d'espoir, mais on ne va pas en direction de la limitation du réchauffement climatique qui était visé. Donc voilà, tout ça c'est le contexte global, et c'est un contexte qui est pas non plus un contexte très lointain de dégradation qui arriverait en 2050. J'ai repris une diapositive qui date d'une présentation en fin d'année dernière, mais on voyait bien que sur le seul mois d'octobre, en fait, on a des rappels constants que c'est aussi une réalité présente, cette question écologique, cette question écologique et sociale, et donc on le voit aussi près de chez nous, dans le sens où c'est pas quelque chose qui concernerait voilà, des îles qui seraient immergées par la montée des eaux, mais c'est aussi des inondations et des aléas climatiques qui s'accélèrent présentement en France, en Europe et dans d'autres régions du monde. Et donc voilà, c'est dans ce contexte assez peu réjouissant, mais avec des défis à relever que s'insère donc cette conférence aujourd'hui. Et avant donc d'aller plus loin, je voulais vous poser une première question qui est tout simplement quel est votre niveau de connaissance sur les sujets de sobriété numérique en auto-évaluation. Donc peut-être vous pouvez mettre dans le chat entre 1 et 10, si vous estimez avoir aucune connaissance et vous n'avez jamais entendu parler du mot sobriété numérique, vous pouvez indiquer 1, et si vous êtes déjà très renseigné sur le sujet parce que ça fait partie de votre métier, de vos stages, des livres que vous lisez, etc., vous pouvez mettre 10. Et donc je vous laisse mettre dans le chat quelques numéros, et je veux bien, comme moi je ne vois pas le chat puisque j'ai ma présentation sous les yeux, qu'on me dise un petit peu les tendances qui ressortent. Alors, on a pas mal de 7, de 6, du 5, quelqu'un qui dit 10. Ok. Donc du 7 encore, quelques 3, 4. Très bien, donc quand même globalement déjà des connaissances. Oui, plutôt au-dessus de 5. C'est pas un sujet qui est absent, et heureusement, parce qu'aujourd'hui le numérique est très présent, donc on commence à en parler beaucoup. Et tant mieux, ça va être l'occasion du coup d'essayer de reprendre un peu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas selon moi, et j'espère que j'arriverai à vous convaincre que c'est pas juste ma lubie personnelle, il y a un impératif de sobriété numérique. Donc pour commencer, qu'est-ce que le numérique ? On en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas forcément toujours évident de le définir. Là, j'ai choisi une illustration que je commente rapidement parce qu'elle est importante pour moi, où on voit donc les premières mathématiciennes et programmatrices qui ont contribué aux premiers ordinateurs. Et à la fois, je trouve que cette image, elle représente deux choses qui sont peu présentes dans nos esprits. Le fait que déjà, ce soit aussi et beaucoup des femmes qui aient contribué à l'évolution en fait, et à des technologies informatiques, numériques avec les premiers ordinateurs. Et c'est aussi elle qui était ouvrière dans les premiers ordinateurs qui étaient en fait des énormes ordinateurs. Et là, vous avez une photo de l'ENIAC, qui est en 1945 un des premiers ordinateurs et qui était une pièce en fait de 120 mètres carrés avec du matériel qui pesait, il me semble, 27 tonnes. Donc pour dire que voilà, aujourd'hui l'informatique a beaucoup changé, mais c'est un rappel, je trouve, important de dire qu'on est parti d'ordinateurs qui étaient aussi gros, où il y avait des humains qui travaillaient à l'intérieur, et notamment des femmes, voilà, qui sont pas forcément aujourd'hui les grandes figures des technologies numériques, où on pense plus facilement peut-être à Mark Berners-Lee ou à Bill Gates, qui ont contribué avec l'iPhone ou avec Internet. Ensuite, on est dans un contexte d'accélération technologique assez fort, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même assez particulier de voir à quel point
nos technologies évoluent à une vitesse très forte. Et j'aime bien donner cet exemple de la différence entre le temps qui s'est écoulé entre la pierre taillée et la pierre polie, c'est-à-dire plusieurs millions d'années. Et ensuite, la différence entre le téléphone et le smartphone, où là, on est sur voilà, tout juste 150 ans. Et donc, dire qu'aujourd'hui, on est dans une évolution qui va très, très vite et qui n'est pas sans conséquence sur l'impact que ça a forcément sur nos sociétés et notre manière d'intégrer ces technologies dans nos sociétés. Donc, pour revenir à qu'est-ce que le numérique, c'est quelque chose qui n'est pas évident à définir. Qui est quand même c'est un terme qui est assez complexe et polysémique. Là, j'ai mis une définition que moi j'aime bien pour montrer que voilà, c'est pas forcément facile à lire. Schème technique générique qui utilise les différences produites électriquement dans la matière pour en tirer. Enfin bref, la définition, je n'en avais pas forcément pour la lire mais pour montrer qu'en fait, si on veut bien le définir, on rentre dans des choses qui sont souvent un peu complexes. Ça empêche que pour autant le numérique, on se figure quand même assez bien ce que c'est. C'est à la fois des services numériques, donc des applications qu'on va utiliser au quotidien, c'est les réseaux internet et le web, donc avec tous les sites internet. C'est aussi des objets connectés, donc qui vont nous permettre d'écouter de la musique, là par exemple avec l'illustration d'un casque audio, et c'est toute l'infrastructure qu'il y a derrière avec des antennes et pourquoi pas même des objets comme des imprimantes 3D qui vont nous permettre de produire des choses grâce à des outils et des écrans qui sont intégrés dedans. Et donc, le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'en fait, on parle aujourd'hui beaucoup de dématérialisation et qu'il faut se rendre compte que ça, c'est une réelle illusion de penser la dématérialisation par le numérique. On peut parler de numérisation, mais dématérialisation, c'est quelque chose d'assez faux. On a tendance à parler de monde virtuel, de données qui transitent soit sur les ondes, soit sur le cloud, donc qui seraient dans les nuages. Et donc toute cette activité qui fourmille, et on voit avec cette image qu'il se passe beaucoup de choses sur Internet. On échange beaucoup de données, on crée plein de choses, mais tout ça en fait c'est pas déconnecté d'un monde réel, ça fait pleinement partie du monde réel. Et pour preuve en fait ça ne fonctionnerait pas sans tout plein d'appareils. Et donc là vous avez un recensement donc, qui date déjà de 2020, donc potentiellement qui est déjà obsolète. Malheureusement, comme je le soulignais sur l'accélération technologique, en fait les choses évoluent très vite et donc les études scientifiques et les rapports mettent un peu de temps à suivre. Mais en 2020, on avait déjà 34 milliards d'appareils, on avait déjà 19 milliards d'objets connectés, 1 milliard de box Wi-Fi, des millions d'antennes relais, des millions de serveurs. Donc tout ça, forcément, c'est bel et bien matériel. Et donc quand on numérise, on ne dématérialise pas. Et ça me semble vraiment important de prendre le temps d'insister là-dessus. Et on peut avoir tendance à penser que tout est diffusé dans les airs, parce qu'en effet, on a beaucoup de connexions sans fil de proximité, on se connecte au Wi-Fi ou à la 4G. Mais en fait, très, très rapidement, ça rejoint une box ou ça rejoint des antennes relais. Et en fait, même sur des très longues distances, ça passe très peu souvent par satellite, même si Elon Musk, avec le projet Starlink, a pour ambition de connecter une bonne partie de la planète en sans fil. En fait, tout ça, c'est aussi des réseaux de câbles, notamment des câbles sous-marins. Et donc, on a plusieurs millions de kilomètres, 1,4 million de kilomètres de câbles sous-marins qui sont voilà, très, très difficiles à mettre en place et qui permettent d'acheminer des grandes quantités de données entre un continent et un autre. Donc finalement, c'est vraiment des flux de données qui seraient comme des flux routiers ou des flux aériens, et tout ça s'intègre vraiment dans un monde physique. Donc si ça s'intègre dans un monde physique, ça a forcément des implications environnementales. Elles sont aujourd'hui estimées pour ce qui est des gaz à effet de serre entre 2 et 4%. Donc voilà, moi je vais plutôt me référer au chiffre de 4% parce que c'est des études pareilles qui datent aujourd'hui maintenant de 4-5 ans et qui utilisent probablement même des données qui sont un peu plus vieilles que ça. Et donc 4%, si on part sur cette estimation-là, en fait c'est pas négligeable. Ça peut paraître petit dans l'ensemble des gaz à effet de serre émis, mais en fait c'est 2 fois plus déjà que l'aviation, dont on parle quand même souvent comme étant un des postes d'émission importants, et ça l'est, mais voilà, pour replacer ça aussi finalement dans notre imaginaire comme n'étant pas juste quelque chose d'anecdotique comparé à d'autres secteurs. Et donc, si le numérique a une empreinte et on va dire négative, des implications négatives sur l'environnement, on peut se poser la question aussi, et c'est souvent d'ailleurs ce qui revient, en tout cas moi quand j'aborde ces sujets-là, en fait le numérique c'est aussi une solution, c'est aussi ce qui va nous permettre peut-être de moins polluer par ailleurs, de moins consommer de papier. Donc c'est intéressant de se poser la question d'est-ce que le bilan finalement entre
les émissions dues aux infrastructures numériques et ce qu'elles permettent d'éviter. Est-ce que ce bilan-là, on est capable de le faire, et si oui, est-ce qu'il est positif ou négatif? Dans la littérature scientifique, il y a assez peu de personnes qui se posent ces questions-là, mais parmi elles, il y a Beezer et Hilty qui, en 2018, ont recensé un peu toutes les études qu'il y avait sur l'impact positif au niveau mondial du numérique, de la numérisation. Et ils n'ont pas vraiment réussi à parvenir à une estimation, avec notamment deux principales contraintes. La première, c'est que majoritairement parmi ces études, c'est des cas d'usage particuliers, où on va regarder précisément qu'est-ce que ça fait que de numériser un usage. Et la seconde, c'est que c'est majoritairement issu de littérature grise, donc des productions d'entreprises, d'industries sur leur propre activité, donc qui, même si elles peuvent être reprises dans des rapports scientifiques, doivent être quand même prises avec des pincettes, puisqu'elles n'ont pas la valeur du contenu scientifique qui est lui revu par des pairs et qui n'est pas biaisé par un acteur qui produirait ses propres rapports. Donc aujourd'hui, on peut conclure qu'il n'y a pas de méthode stabilisée pour estimer les impacts positifs du numérique pour la transition écologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact positif, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de les estimer avec une méthode stable et validée par la communauté scientifique. Et pour prendre un peu un exemple pour justifier que ces rapports industriels finalement n'ont pas la même valeur et ne prennent pas les mêmes précautions que des rapports scientifiques reconnus. Si on prend l'exemple du rapport du GESI, qui fait partie de ces 54 études, donc ils ambitionnent de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre grâce à la numérisation jusqu'à 20% d'ici 2030, donc ce qui est vraiment non négligeable, 20% de réduction. Mais cela, ils le font avec plein d'hypothèses fortes, et notamment, par exemple, pour en citer qu'une qui me paraît assez peu plausible, c'est celle de réduire de 80% les voyages d'affaires en avion et en voiture d'ici 2030, alors qu'aujourd'hui, on voit que la tendance de l'aviation et des kilomètres parcourus en voiture est pas à la baisse, voire même on devrait atteindre en 2024 des kilomètres parcourus en avion qui sont supérieurs pour la première fois depuis le Covid, du coup, ce qui était connu en 2019 en époque d'avant Covid. Donc voilà, ces hypothèses des industriels, elles sont... Voilà, on ne peut pas leur faire confiance et du coup, il y a une précaution, une prudence scientifique qui est de dire qu'il n'y a pas de méthode stabilisée aujourd'hui pour estimer ces impacts positifs. Encore une fois, il y en a probablement, mais on a du mal à les estimer. Et donc ces questions-là, elles sont pas récentes. Depuis déjà 1996, il y a des rapports qui sont sortis sur est-ce que le numérique peut contribuer positivement ou négativement à la transition écologique. Et donc, il semble se dessiner en effet, en 1996, que le développement durable ne se ferait pas sans les technologies de l'information, mais il y a déjà cette questionnement sur est-ce qu'il est garanti avec elles et avec la mention du risque d'effet rebond. Et dans des études plus récentes, on a aussi voilà, ces effets rebonds qui reviennent en 2017 comme risquant potentiellement d'avoir d'être plus importants que les gains qui seraient apportés par l'innovation technologique. Et pour prendre aussi pas du coup sur des études scientifiques spécifiques au numérique, mais l'exemple de l'IPCC en 2022, donc du GIEC, qui dit que pour le moment, la compréhension des impacts directs et indirects de la numérisation sur la consommation d'énergie, les émissions de carbone et le potentiel d'atténuation, elle est limitée. Donc encore une fois, on manque de moyens scientifiques d'établir ce bilan-là. Et donc, dans ce cas-là, quelle est la tendance aussi pour le numérique? Donc, on a un numérique qui émet 4% environ des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est non négligeable. On a du mal aujourd'hui à estimer est-ce que c'est compensé par les activités bénéfiques, les impacts positifs de la numérisation. Mais comment est-ce que tout ça évolue? Il y a un scénario qui a été créé donc, par l'ADEME et l'ARCEP, donc l'ADEME qui a produit 4 scénarios de transition, avec différents niveaux de sobriété et d'efficacité, et donc l'ARCEP qui est l'autorité de régulation des télécoms en France, qui a coproduit du coup cette étude-là pour les décliner sur la question du numérique. Et donc on part d'une certaine émission du numérique en 2020, et donc à part dans un scénario donc génération frugale, qui est le scénario qui met le plus en avant la sobriété, on se dessine plutôt des tendances à l'augmentation, donc à l'usage du numérique, donc à des fins d'atteinte de la neutralité carbone en 2050, avec notamment certains scénarios où on va même jusqu'à l'augmenter par du coup presque 4 x 5 dans le scénario Paris réparateur. Et cette tendance, elle se confirme. Donc là, donc non pas dans les scénarios, mais dans le tendanciel, on est sur une multiplication par 3 de l'empreinte carbone numérique en France
d'ici 2050. Donc voilà, j'ai mis un gros point rouge pour voir à peu près où ça se situe dans les 4 scénarios de l'ADEME à titre indicatif. En fait, c'est assez étonnant de faire ce constat-là, puisqu'on a notamment la loi de Koomey, il y a pas mal de lois qui régissent en informatique, la loi de Moore, la loi de Koomey sur l'efficacité de l'évolution technologique des produits. Et donc, on a une efficacité constante de nos appareils numériques qui aujourd'hui consomment moins d'électricité pour envoyer plus de données. Donc, on pourrait laisser penser qu'en fait, avec le temps, l'efficacité énergétique va nous permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment du numérique, mais en fait, c'est pas ce qui se produit et c'est pas ce qui est prévu en tendance à cause des fameux effets rebonds qui étaient cités précédemment, notamment dans les rapports, qui en fait sont supérieurs aux gains d'efficacité énergétique qu'on gagne en améliorant nos ordinateurs, nos terminaux, nos data centers, etc. Donc on a aussi dans cette autre étude-là des tendances similaires avec x3 d'émissions de gaz à effet de serre et x3 de la consommation électrique en 15 ans. Pour revenir un peu sur le terme d'effet rebond que j'ai utilisé à plusieurs reprises, quand on parle d'effet rebond, on parle du coup d'un gain d'efficacité ou d'optimisation qui va en fait entraîner une augmentation de la production ou de la demande qui finalement contrecarre les gains qu'on souhaitait obtenir en effectuant ce gain d'efficacité, cette recherche d'efficience ou d'efficacité et d'optimisation. Et ça, c'est un contexte qui a été diffusé notamment à travers les recherches de Jevons, donc qui s'appelle aussi le paradoxe de Jevons, qui lui le fait avec cet exemple du charbon, où il va étudier pendant 30 ans comment est-ce qu'on a réussi à diminuer le charbon qui est utilisé pour produire du fer, mais que sur la même période, finalement, on a augmenté multiplié par 10 la quantité de charbon consommée, puisqu'on a du coup pu se permettre de produire beaucoup plus de fer. Et donc c'est intéressant quand même de vraiment prendre le temps de se poser sur cette question d'effet rebond, puisqu'elle va être notamment la principale moyen de justifier que, par exemple, le numérique va permettre des optimisations et des gains, mais c'est qu'une fois qu'on a le recul historique qu'on se rend compte qu'elle a probablement aussi permis, par du coup la diffusion dans la société de ces technologies-là, une multiplication des usages et des demandes qui font que s'il n'y a pas une sobriété, en tout cas une régulation de cette demande et de cette production, on ne limitera pas du coup ces effets rebonds qui sont présents. Ils sont présents dans des exemples aussi récents, pas que dans le charbon, donc sur le télétravail, par exemple, avec une étude de chercheurs anglais qui ont étudié parmi 500 personnes qui faisaient du télétravail, est-ce qu'elles voyageaient moins, et il se trouve que parmi les personnes qui télétravaillent, en fait, elles ne voyagent pas moins, même si elles télétravaillent, sauf si elles télétravaillent 3 jours au moins par semaine. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui télétravaillent 1 ou 2 jours par semaine, dans cette étude, en fait, réalisaient plus de kilomètres par ailleurs, soit parce qu'il fallait sûrement qu'elles aillent faire des courses ou amener les enfants à l'école, même si elles ne faisaient pas leur trajet professionnel, ou soit parce que du coup, ça permettait de voyager plus pour d'autres raisons, donc par exemple pour des raisons de loisirs. Donc voilà, on a ces effets rebonds-là qui existent et qui existent aussi dans le numérique. Et donc là, il y a pas mal d'exemples qui sont aussi issus d'un rapport qui était le même qu'une des images précédentes, qui est un rapport qui a été fait pour la Commission européenne, et donc avec d'autres exemples de différents effets rebonds, qui est assez intéressant. Et on n'aura pas le temps de revenir sur les 6 effets rebonds, mais par exemple, avec aussi les normes sociales comme vecteur d'effets rebonds systémiques. Et donc, vous voyez là 2 personnages qui disent « j'ai acheté le nouveau Fun 12 ». Et donc, une personne qui se dit « moi aussi, je devrais acheter un Fun 12, il est à la mode, il a l'air plus performant ». Et donc, du coup, ça va entraîner l'obsolescence et donc la surproduction de terminaux. Donc, voilà pour des exemples d'effets rebonds directement appliqués au numérique. Donc là, on vient de se concentrer principalement sur des questions d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est intéressant et c'est important. Et donc, on voit qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont non négligeables. On voit qu'on a un bilan positif et négatif de ces émissions qui est difficilement définissable pour le numérique et que, de toute façon, ça a tendance à augmenter drastiquement avec une multiplication par 3 potentiellement de nos émissions d'ici 2050. Et donc, il y a une préoccupation à avoir, mais il y a aussi finalement en numérique une réalité qui est totalement autre et qui est souvent assez invisibilisée que celle des gaz à effet de serre qui ont une contribution au réchauffement climatique, mais qui n'est pas la seule frontière planétaire.
Et donc, en effet, dans nos terminaux, au-delà des émissions qui peuvent être émises durant le cycle de vie, on a tout ce qui va être extraction de ressources. Et donc, les extractions de ressources, elles sont à la fois diversifiées. Donc, dans un smartphone, on va retrouver beaucoup de matériaux différents, mais elles sont aussi en quantité importante, notamment dans un ordinateur de 2 kg, vous allez retrouver à peu près 500 kg de matières premières, enfin, ça a nécessité, 500 kg de matières premières à extraire. Donc, on a à la fois de la quantité et de la diversité de métaux qui sont requis, et donc ça pèse pas mal dans les demandes mondiales, notamment pour certains métaux spécifiques, mais même pour des métaux plus communs où on a quand même des parts non négligeables de cuivre, d'argent qui sont nécessaires pour la fabrication de toutes ces infrastructures numériques. Donc il n'y a pas de numérique sans métaux, et donc il y a aussi finalement, à travers l'activité minière, des impacts qui sont bien diversifiés, puisque la mine va avoir des impacts directement sur le sol, avec donc la biodiversité, la pollution des sols, de l'air, etc. Et là, je trouve intéressant de faire un petit rappel aussi historique de comment ont évolué les mines, et notamment parce que une anecdote intéressante que j'ai lue dans un bouquin récemment, qui est celle de la rivière Pactole, et donc du mot l'expression pactole, ramasser le pactole, qui fait référence à une richesse, et donc vient d'une rivière turque, en tout cas dans l'actuelle Turquie, où il y avait des gisements d'or pur qui étaient visibles en fait sur les bords de la rivière, et donc qui ont fait la richesse probablement de personnes à cette époque-là, mais qu'en fait ces mines-là et ces gisements à ciel ouvert, ou en tout cas très facilement accessibles, des gisements purs de métaux, d'or ou d'autres métaux, aujourd'hui ils sont plus présents, on les a déjà trouvés, consommés, utilisés. Et donc ensuite les mines sont devenues une nécessité d'aller donc extraire, d'aller creuser, donc avec des tunnels, avec des humains qui ont dû aller avec des explosifs ramasser de la roche, la ressortir, et donc la mine a largement évolué, avec donc du coup beaucoup plus de main-d'œuvre, d'énergie consommée pour extraire ces métaux. Et encore aujourd'hui, en fait, on doit aller chercher plus loin. On doit aller chercher dans des mines qui ont des teneurs en métaux qui sont plus faibles, et donc on a des gisements qui sont de plus en plus faibles. Et donc ça, c'est vraiment une tendance de fond sur laquelle on ne pourra pas jouer, et donc qui est peut-être au-delà de l'épuisement. Pardon, il y a une... Non, c'est simplement un micro. Au-delà de l'épuisement finalement des ressources, ce qui est inquiétant, c'est plus que l'épuisement, selon moi, c'est en fait la quantité d'énergie qui va être nécessaire, et donc du coup les dégradations environnementales et sociales qui vont aller avec cette extraction qui augmentent. Et là, vous avez sur la dernière image une mine aux États-Unis qui fait 4 km² de superficie, 1 km de profondeur. Et donc ça n'a rien à voir avec des petites mines qui pouvaient être exploitées facilement, comme un peu les images aussi qu'on peut avoir de la ruée vers l'or dans les films américains, où là il suffisait d'aller dans une rivière et de mettre un tamis dans l'eau pour récupérer des petites pépites d'or. Donc voilà, ce qui est une tendance pour le coup sur laquelle on ne peut pas agir, et il faudra des moyens technologiques toujours plus importants pour aller extraire. Ensuite, un autre qui est intéressant aussi, c'est le lien, je trouve, avec finalement l'histoire du colonialisme dans l'exploitation des mines, du colonialisme et de l'esclavage, c'est-à-dire que les mines romaines se basaient sur une main-d'œuvre d'esclaves, et qu'une des mines les plus célèbres du monde, la mine d'argent de Potosi, qui est toujours actuellement exploitée, que j'ai eu la chance de visiter, cette mine-là, en fait, sur son temps d'exploitation, donc sur 5 siècles, elle a causé la mort de 8 millions de personnes, et notamment en fait l'exploitation de cette mine par l'Empire espagnol se faisait à la fois par des esclaves pour tout ce qui était fonderie, et par les peuples autochtones pour tout ce qui était travail dans la mine. Et donc on voit qu'aujourd'hui encore, en fait, en 2022, il y a toujours des mineurs qui travaillent dans des conditions qui sont pas du tout des conditions rêvées, avec une exposition très forte à des maladies pulmonaires, et du fait de respirer tous les poussières des gisements et des explosifs dans ces mines-là. Et donc cette mine-là, elle a notamment abondé en Europe tout l'argent à l'époque donc des empires coloniaux. Et en fait, si on fait une comparaison à cette mine historique avec la mine d'aujourd'hui, et qu'on prend par exemple un cas d'étude qui a été étudié par la journaliste Célia El-Zohar lors de ses enquêtes, on a la mine qui est exploitée par Managem aujourd'hui à Bouazer au Maroc,
Et je trouve que c'est un cas intéressant parce que c'est donc une mine qui est mise en avant par le groupe BMW, pour ne pas les citer, et en 2025 le groupe Renault, donc dans la production de leurs véhicules électriques, comme étant une source de cobalt responsable, donc qui ne serait pas de l'exploitation d'enfants en République démocratique du Congo, qui fait probablement partie des cas d'exploitation minière qui sont les plus dénoncés, et à raison, hein, totalement. Mais donc là, on a une image d'une mine responsable aujourd'hui, et qui en fait est loin d'être responsable, même si elle est labellisée par des standards RSE. En fait, on a aujourd'hui un mort par an à peu près dans cette mine. Il y a une pollution à l'arsenic qui a été documentée, notamment par une thèse d'une personne à l'Institut des mines de Nancy sur cette pollution à l'arsenic tout autour de la mine, qui cause du coup l'impossibilité pour les populations autour de pratiquer des pratiques agricoles notamment. Aujourd'hui, il n'y a plus que des dattiers qui poussent, alors qu'avant, il y avait bien plus de cultures agricoles possibles, et aussi des conditions sociales de travail qui ne sont absolument pas dans les normes du droit du travail marocain. Des personnes qui sont rémunérées 300 à 400 euros par mois, qui n'ont pas de droit à une sécurité sociale du fait qu'il y ait beaucoup de sous-traitance, avec des syndicats qui sont réprimés lorsqu'ils demandent des droits du travail, et notamment un témoignage dans les enquêtes de Cyril Zohar que je trouve intéressant d'ouvriers, intéressant, aussi plutôt même alarmant, d'ouvriers en fait qui disent qu'il y a une pression de l'entreprise justement vis-à-vis de cette politique d'approvisionnement responsable de cobalt, d'apparaître comme étant responsable, et donc lorsqu'il y a des accidents de travail dans la mine, les ouvriers ont soit le choix de prendre 2 semaines de repos pour se rétablir de leur accident et ne pas déclarer leur accident de travail, ou bien de déclarer leur accident de travail, mais dans ce cas-là, ils ne profiteront pas de repos et ils doivent reprendre le travail seulement une demi-journée après leur hospitalisation. Donc il y a une pression qui, donc, du coup, fait que cette mine n'est en rien responsable, et en fait, les labels de responsabilisation des mines aujourd'hui se concentrent plutôt sur des critères qui sont très importants, mais anecdotiques au vu de l'ensemble des impacts d'une mine, qui sont: est-ce que ça finance des conflits armés, est-ce qu'il y a de l'exploitation de travail d'enfants, et donc qui ne sont pas du tout les seules choses qui permettent de définir qu'une mine est responsable. Voilà, pour la partie un peu historique, et en même temps la critique aussi des mines d'aujourd'hui. Et donc la mine, qu'est-ce que c'est comme pollution? Donc il y a évidemment des impacts sur la biodiversité, notamment à travers la pollution de l'eau. Et donc il y a des quantités d'eau qui sont utilisées et consommées, et des quantités aussi de rejets qui sont faits dans l'environnement. Un exemple assez local qui est celui de l'Espagne, où on a une mine qui aujourd'hui a la consommation d'eau d'environ 133 000 habitants en Andalousie, Rio Tinto. Et en fait, la région d'Andalousie, donc qui est une des régions les plus chaudes d'Espagne, et ben notamment dans la ville de Séville, les habitants ont des contraintes d'usage de l'eau. La consommation domestique d'eau est réglementée à peu près 2 fois moins que la consommation moyenne d'un Français, donc c'est des restrictions qui sont quand même pas négligeables, alors qu'à côté de ça, il y a des permis miniers qui sont autorisés encore aujourd'hui pour développer tout le secteur minier, et donc on va arriver à des conflits assez locaux d'usage de l'eau, et vous l'aviez peut-être noté je ne l'ai pas commenté, mais sur la première slide, où on a 4% d'émissions de gaz à effet de serre, on a 0,2% de la consommation d'eau, donc c'est minime en fait. Aujourd'hui, la consommation d'eau du secteur minier, elle est très faible par rapport à l'agriculture, par exemple, mais par contre, localement, on a une vraie tension entre privilégier des activités minières et les besoins des populations alentours pour subvenir à leurs besoins en alimentation d'eau. Et il y a aussi des cas assez édifiants au Chili et plein d'autres. Et l'autre cas que je pointe ici sur le Chili, c'est un cas qui est assez étonnant aussi, où en fait on va voir que l'exploitation minière va accélérer la fonte des glaciers, pour la simple et bonne raison que tous les rejets de poussière vont en fait se déposer sur les glaciers qui sont proches, puisqu'il y a au Chili des exploitations qui sont assez proches des glaciers, et donc ça va avoir un impact sur la fonte des glaciers, puisqu'il y a tout un dépôt de poussière grise sur ces glaciers-là. Et donc c'est assez édifiant de voir comment, de manière systémique, l'impact des mines en fait va vraiment localement mettre en tension à la fois la biodiversité et les accès aux ressources nécessaires pour survivre, c'est-à-dire l'eau, et la capacité, par exemple, à exploiter les sols pour une culture vivrière. Donc, il y a une nécessité, donc, suite à ce qu'on vient de voir sur les mines, de ne pas prendre en compte seulement les impacts de gaz à effet de serre, et donc, globalement, même si sur les émissions de gaz à effet de serre, on avait aussi beaucoup d'impacts positifs sur le numérique, on s'impose à nous un impératif, finalement, de sobriété numérique.
Le numérique, on l'a vu, est matériel, on ne dématérialise pas, on numérise, mais c'est toujours matériel. Il y a des implications qui sont environnementales qui sont importantes, elles sont croissantes dans les tendances. Il y a des implications sociales qui sont fortes. Voilà, même si on arrive grâce à la numérisation, à produire beaucoup moins de papier, mais en fait, si c'est au détriment de personnes qui sont exploitées à d'autres endroits dans le monde, est-ce que c'est juste ? Et avec tout ça, en plus, on a des effets rebonds qui font que c'est difficile aujourd'hui de quantifier si le numérique a un impact positif. Donc, toutes ces raisons-là, pour moi, font qu'on a aujourd'hui, en fait, on ne peut pas faire l'économie de la sobriété numérique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même numériser certaines choses, qu'il ne faut pas chercher justement de l'efficacité énergétique de nos produits numériques, mais on ne peut pas faire sans la sobriété. J'ai passé sur cette slide-là, qui est le discours qu'a tenu notamment devant les personnes de la French Tech le président Macron pour aborder la question du faux dilemme du progrès, où en fait on a aujourd'hui dans le discours un peu ambiant cette question soit d'un progrès avec le passage à la 5G qui serait finalement la seule solution, puisque l'autre proposition de notre faux dilemme, ce serait le retour aux Amish. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez intéressant sur la question de sobriété. Il y a une vraie dévalorisation de la sobriété comme étant un retour à l'âge de pierre, un retour au Moyen-Âge, mis en opposition à finalement un développement technologique qui lui permettrait le progrès. Et d'ailleurs, on peut reprendre les mots d'Emmanuel Macron, c'est comment est-ce qu'on pourrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Et donc en fait ça c'est vraiment en rhétorique un faux dilemme, parce que ce ne sont pas les deux solutions qui se présentent à nous. Et notamment en fait la sobriété numérique vient pas proposer le modèle Amish, mais vient au contraire questionner les usages et qu'est-ce qui peut finalement se situer entre retourner au Moyen-Âge et développer des technologies de pointe, 5G, 6G, etc. Et notamment en fait quand on pose la question d'aujourd'hui quels sont les usages, on voit qu'aujourd'hui on a encore 33% de la population mondiale qui n'est pas connectée à Internet. Donc, il y a une première source de questionnement. Et ensuite, évidemment, avec des inégalités qu'on peut retrouver et comme on retrouve sur plein de choses. Et ensuite, sur les innovations technologiques, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on les développe, pour qui et pour quelles raisons. Et on voit que les marchés financiers qui profitent de la 5G sont surtout celui des voitures connectées et des caméras de vidéosurveillance. Donc on peut se demander aussi, est-ce que ça va dans une dynamique de servir finalement les besoins de tous et toutes, alors que par exemple dans la santé, on a seulement 2% de la 5G, de l'innovation technologique qui va au service d'ambulance ou de services d'urgence. Et donc il y a même pour moi à se poser la question de la justice sociale, et finalement pour moi la sobriété numérique permet, en tout cas est un moyen d'y répondre, qui est non pas d'arrêter d'utiliser le numérique, comme ce qui est un peu proposé dans ce faux dilemme par des personnes qui travaillent dans la technologie ou par, en l'occurrence, notre président, mais de questionner les usages et les fins et les moyens du numérique. Donc, en fait, c'est plutôt de limiter, arrêter le développement de technologie et les usages qui nuisent et qui, en tout cas, ne profitent pas au plus grand nombre pour favoriser l'accessibilité de tous les usages et notamment, de tous les usages qui sont les plus justes et qui sont les rendre accessibles à tous et toutes. Si on considère que le numérique est une solution pour l'environnement, pourquoi est-ce qu'elle serait confinée à quelques pays occidentaux développés et pourquoi elle ne serait pas démocratisée? Est-ce que ce n'est pas la priorité de démocratiser tout ça avant d'essayer de chercher à développer des nouvelles technologies qui seraient de pointe, mais qui vont probablement nous amener dans des effets rebonds comme on les a vus précédemment. Donc pour terminer, pour jusqu'à présent des sujets qui sont plutôt sur la partie constat et la partie problème, c'est comment est-ce qu'on fait du coup dans ce cas-là pour rediriger le numérique vers quelque chose qui serait plus souhaitable, qui permettrait de faire moins peut-être de numérique, mais de le rendre accessible au plus grand nombre et avec des effets positifs plus importants. La première chose pour moi, c'est d'avoir un peu en tête, en tout cas par exemple dans ce qu'on peut faire nous à différentes échelles, d'avoir en tête un peu un constat un peu plus fin, un peu plus détaillé de qu'est-ce qui pollue, qu'est-ce qui a des impacts environnementaux importants dans le numérique. Si on regarde la question des gaz à effet de serre, mais en fait c'est aussi là-dedans du coup qu'on retrouve les principaux par exemple, besoins de métaux, c'est sur les équipements. Donc du coup on a intérêt à mettre la plupart de nos efforts sur finalement cet emballement de production d'équipements où le nombre d'équipements utilisés dans un foyer est en constante augmentation, avec des télés toujours plus grandes, avec des smartphones toujours plus
toujours plus grand, etc. Et pour ce qui est de la partie, ensuite, la distinction entre fabrication et utilisation, on voit qu'il y a aussi une très forte domination des impacts au niveau de la fabrication, qui s'explique voilà, notamment par toute l'énergie nécessaire pour fabriquer les terminaux utilisateurs, même si la part d'utilisation tend à prendre un peu plus d'ampleur aujourd'hui, puisque les data centers consomment beaucoup et que les usages de l'IA, par exemple, sont très, très consommateurs. Mais ça pour dire que si on regarde ces ordres de grandeur, ça va nous aiguiller sur les actions derrière qu'on va pouvoir prendre, et notamment sur la partie usage, on voit que sur ce graphique, donc quasiment 80% en fait vidéo en ligne et autres vidéos représentent 80% des flux. Donc aujourd'hui, si on veut réduire notre consommation de données, il vaut mieux s'attaquer à la vidéo plutôt qu'à d'autres usages. Et je trouve qu'un très bon exemple pour illustrer ça, c'est ce qui est en bas de l'autre image, où vous avez 10 heures de film en haute définition qui contiennent plus de données que l'intégralité des articles en anglais de Wikipédia, donc selon le Shift Project. Donc ça pose aussi finalement la question de, sur ces usages-là, si on veut faire de la sobriété, qu'est-ce qu'on peut sacrifier et qu'est-ce qu'on peut préserver. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut préserver facilement, et qu'en ciblant quelques usages particulièrement gourmands, on peut arriver finalement à atteindre des objectifs de sobriété intéressants. Et donc ça m'amène à souvent la question qui revient, c'est dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle pour agir. Et moi je trouve ça important de venir questionner aussi toutes ces actions individuelles qui sont proposées, et même parfois par les autorités, repris notamment par des ministères, sur le fait d'arrêter d'envoyer des emails pour dire merci ou envoyer un gif rigolo à un collègue. Certes, les emails, je pense que je ne veux pas du tout décourager la pratique de supprimer ces emails et de faire le tri dans une boîte mail. Je pense que c'est intéressant, mais je pense qu'il ne faut pas le faire pour la planète. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire un peu par bon sens, comme on trierait des choses chez soi et qu'on n'accumulerait pas des choses qui ne nous servent à rien dans notre maison. Et donc ça a du sens de supprimer ces mails et de ne pas les accumuler sans se poser de questions. Mais par contre, peut-être qu'il y a d'autres actions qui sont prioritaires, et en fait, si vous passez votre temps à supprimer des mails, en fait, vous verrez bien que manger 20 grammes de kilos de bœuf, finalement, c'est peut-être un moins gros sacrifice que de vous imposer une vigilance sur tous les emails que vous recevez. Donc encore une fois, c'est cette idée de ne pas se surculpabiliser en étant vigilant sur toutes les actions, mais de se concentrer sur des actions qui, dans notre mode de vie, et en faisant un bilan carbone, on peut s'en rendre compte assez vite, dans notre mode de vie, qu'est-ce qui peut nous permettre de faire des efforts à l'échelle individuelle sans que ce soit un poids, d'avoir l'impression de devoir être un éco-citoyen exemplaire au quotidien. Donc voilà, on voit bien par exemple que des kilomètres en voiture ou 20 grammes de bœuf, c'est peut-être des actions qui sont plus accessibles que de supprimer des mails. Enfin voilà, sur une année, je pense que vous arriverez à faire l'économie de 5 steaks de bœuf plus facilement qu'à de supprimer 1250 mails chaque année. Ensuite, il y a cette question, et là je pense que ce qui est particulièrement pertinente pour un public comme vous, qui est donc sur des sujets de QSE, quand on travaille sur la régulation, les normes, comment est-ce qu'on comprend mieux, comment est-ce qu'on analyse les empreintes environnementales du numérique, et comment est-ce qu'on régule tout ça. Il y a une nécessité de penser ça pas seulement à l'échelle globale avec les gaz à effet de serre, mais aussi l'impact sur les territoires, avec les conflits que ça peut avoir, avec les pollutions très locales. Je pense que c'est important de garder cette notion aussi du local, parce que le global peut venir gommer finalement des injustices et des dégradations qui sont très importantes. Ensuite, il faut du coup plus de régulation au niveau des entreprises, et ça peut passer notamment, je pense, sur les questions par exemple d'ACV, d'analyse de cycle de vie, par l'intégration d'ACV qui intègre des facteurs de biodiversité, des bilans métaux, de l'ACV social pour rendre compte de manière plus systémique de ce qui se joue aujourd'hui dans le développement des technologies numériques et du risque qu'il y a à faire un pari sur ces technologies en pensant qu'elles pourront nous permettre de régler tous nos problèmes, et elles y contribueront sûrement, mais voilà, essayer d'éviter l'écueil de tout miser, d'avoir une vision centrée carbone uniquement, peut permettre notamment de prendre des décisions, je pense, beaucoup plus raisonnées dans le contexte de crise climatique dans lequel on est. Et enfin, on arrive bientôt à la fin, je vais essayer de faire court sur la fin, mais il y a aussi une question, je pense, qui sort de l'aspect purement écologique,
et qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du politique, du démocratique, avec notamment l'actualité, que ce soit avec le développement de l'IA, mais aussi avec les dangers qu'on peut voir aujourd'hui sur la démocratie, sur des sujets qui sont peut-être plus d'ordre géopolitique, que je maîtrise un peu moins, donc je ne m'épancherai pas là-dessus, mais il y a aussi une vraie question de rediriger le numérique vers le bien commun, dans le sens où aujourd'hui, un des facteurs qui peut permettre d'améliorer la sobriété numérique, c'est aussi de se dire, est-ce que les outils qui sont développés, est-ce que les produits et les services numériques sont à destination du bien commun, ou est-ce que c'est finalement guidé par des profits d'entreprises privées qui finalement attribuent assez peu d'importance à la responsabilité sur leur chaîne de valeur et à la diffusion et la démocratisation d'outils numériques à des fins de justice et de démocratie. Donc on voit des dangers sur la démocratie avec les dernières grandes entreprises numériques qui aujourd'hui ont des capacités économiques qui sont importantes et qui leur donnent un poids de décision important. Donc il y a aussi vraiment quelque chose qui joue du côté démocratique et politique. Et donc je trouve que ça amène aussi à se poser la question de comment est-ce qu'on peut agir au-delà de cette échelle individuelle. Et donc il y a forcément des clés à travers vos métiers et la question des QSE et des métiers de l'environnement, mais il y a aussi toute la société civile avec une diversité d'organisations qui luttent contre l'obsolescence programmée, qui luttent pour des pratiques de design, par exemple, qui seraient plus meilleures d'un point de vue social aussi, d'essayer de faire moins de captivité des utilisateurs, de diffuser des logiciels libres, qui donc sont des communs numériques au service du bien commun. Des exemples comme des logiciels comme Firefox qui viennent... mais il y en a plein d'autres, des logiciels libres, il y a des propositions aussi de forfaits téléphoniques, enfin il y a tout plein d'acteurs, d'entreprises, d'associations qui s'intéressent à ces questions-là et qui essayent de promouvoir aussi un numérique qui est plus centré sur le bien commun, et ça va pour moi dans le sens aussi de la sobriété numérique, qui n'est pas seulement une question écologique, qui est aussi une question de comment est-ce que démocratiquement on décide des usages qui sont vertueux ou non. Et enfin, pour terminer, il y a aussi une question pour moi de représentation et d'imaginaire, pour revenir un petit peu sur cette question du faux dilemme posé entre un retour au Moyen-Âge et une innovation par le haut, par la complexité technologique pour répondre à la complexité des enjeux contemporains. Il y a pour moi la nécessité de repenser peut-être ce que peut être le futur, et je trouve que cet exemple est parlant. J'ai tapé dans Google qu'est-ce qu'était le futur, et personnellement, moi, c'est pas ma vision du futur, et je me dis qu'on gagnerait peut-être à diversifier les représentations qu'on se fait du futur, qui n'est pas forcément un futur avec des super technologies, mais qui pourrait être aussi un futur plutôt qui relate quelque chose qui serait plus de l'ordre de la démocratie et de la justice sociale. Voilà, donc je crois que je suis quasiment dans les temps, 13h45. Donc pour conclure très brièvement, avant de prendre vos questions et d'échanger éventuellement sur d'autres sujets, pour moi c'est avant tout mettre fin à l'emballement du numérique. La sobriété numérique, c'est prendre le temps de se poser les questions, parce qu'on est dans une société où ça va très vite, et de rendre visible le coût social, environnemental et économique que peut avoir le numérique, et le rediriger vers le bien commun. Donc ça, c'est bien commun, c'est une notion très vaste, hein, mais pour moi, ça passe par, plutôt que favoriser des grandes entreprises et de les abonder en financement, et d'essayer de mettre en valeur un autre numérique qui est celui qui est plus citoyen, plus participatif, et donc de fait plus sobre, plus ouvert, et souvent plus juste pour tous. Et je pense que la clé, elle se situe là-dedans, et pour moi, on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de la sobriété numérique. Et c'est un enjeu qui devient crucial, surtout au vu des derniers développements de l'intelligence artificielle, dont j'ai très peu parlé finalement, mais parce que tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle n'est pas très différent en termes de coûts environnementaux et sociaux que ce qui était déjà présent avant. C'est juste une accélération. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop confus, et je suis disponible pour répondre à vos questions s'il y en a. Alors, merci beaucoup, Adrien. Il y a des remarques sur, justement, merci pour la clarté, merci pour les éléments très précis et encourageants. Donc, des retours positifs sur le message, donc qui étaient, je confirme, clairs. Et on a quelques petites questions. Alors, je vais simplement les prendre dans l'ordre, ça sera plus simple pour moi. Donc, une petite question, c'est finalement que dire à nos étudiants qui vont travailler dans l'industrie avec l'automatisation, la robotisation, etc., qui sont de plus en plus importants en usine. Et du coup, les impacts négatifs sont croissants, même si cela aide à la production et parfois améliore les conditions de travail. Donc, quel message pour les jeunes, sachant que vous n'êtes pas sortis depuis si longtemps de l'école?
Non, Donc tout vous à fait, êtes un oui. jeune. Je suis un jeune et je me rappelle encore assez bien de quand j'étais ingénieur en informatique, donc j'ai été aussi un peu enfin étudiant ingénieur en informatique, donc j'ai été un peu face à ces questionnements. Moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin en tout cas avec des discussions que j'ai eues avec des enseignants-chercheurs de mon école et d'autres écoles, il y a la question de quelle place on laisse à l'éthique notamment et à la connaissance de ces enjeux environnementaux dans ces milieux de la robotique, de l'industrie. D'avoir vraiment une vraie conscience de ce que peut être en fait la technologie dans la société et que un outil technique, une chaîne de production industrielle, ça modifie les conditions de travail des ouvriers, parfois en bien sur des questions de santé, mais que ça modifie aussi plus largement voilà, le rapport à l'outil, la capacité à produire plus. Donc je pense qu'il y a une vraie question d'éthique aujourd'hui qui est peut-être peu abordée dans les questions de l'ingénieur et puis de la pluridisciplinarité. En tout cas, là, c'est peut-être aussi l'influence de mes missions professionnelles au campus, mais qui font que je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut croiser en fait les disciplines et qu'aujourd'hui, la surspécialisation, par exemple dans la robotique, peut permettre d'oublier que derrière, il y a des réalités qui sont sociales, qui sont politiques, qui sont économiques. Et donc, c'est important, autant que possible, de croiser les approches, selon moi. Voilà, après, le message à passer aux étudiants est très complexe et je pense qu'en effet, il ne s'agit pas simplement de dire non, arrêtez tout, arrêtez vos études, il n'y aura pas de robotique demain, mais plutôt de questionner justement comment est-ce qu'on peut faire de la robotique demain. On en fera sûrement beaucoup moins et on la fera différemment et de se poser les questions de comment est-ce qu'elle pourrait être juste et soutenable. Merci. Est-ce que la personne qui a posé la question, Madame Vernier, a envie de dire quelque chose sur cette réponse? Non, non, merci beaucoup pour votre réponse. C'est un peu ce que j'attendais. Merci beaucoup. De rien. Alors, on a une question suivante. Comment mieux faire connaître les alternatives européennes et open source face à la puissance de communication des acteurs privés américains? Alors, il y a marqué, par exemple, Firefox face à Chrome, Framasoft face à Google Forms. Donc, comment on fait connaître les alternatives? C'est une très bonne question et je trouve que c'est vraiment la difficulté en fait du numérique, c'est que ça fonctionne en réseau et donc finalement seul dans son coin, si on décide de changer de réseau social ou d'utiliser tout seul une plateforme, on va se retrouver coincé parce que notre entourage va pas pouvoir, va pas avoir changé lui, donc finalement on s'impose ce choix et on se restreint et on se marginalise. Donc pour moi, il y a une vraie importance à le démocratiser, comme le souligne votre question. Je ne sais pas vraiment quelles sont les solutions là-dessus. Je pense que là, aujourd'hui, on a notamment avec l'exemple de la plateforme X et avec une initiative que vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle HelloKitX. Voilà, un petit jeu de mots qui a été mis en place par notamment des chercheurs français sur la moyen facile de migrer tous ces contacts de la plateforme X vers Mastodon ou Blue Sky, qui sont d'autres plateformes un peu plus vertueuses, surtout Mastodon. Après, voilà, je pense que c'est assez difficile, mais qu'il faut le faire collectivement parce que au sein d'une organisation, au sein d'une association, d'un groupe, parce que si on se lance seul dans l'entreprise de changer, dans l'initiative de changer tous ces services numériques, souvent on va se couper d'usages finalement qui sont sociaux, parce que le numérique est aujourd'hui vraiment un outil de médiation sociale. Donc en effet, si je quitte un réseau social mais que mes amis ne le font pas, je me retrouve exclu socialement. Et donc ça, pour moi, ça passe par des actions collectives et à toutes les échelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales et qu'elles soient dans votre organisation, celle qui vous rémunère ou celle dans laquelle vous seriez engagé, un club de sport ou quoi que ce soit. Merci. Pareil, Cathy, une remarque sur la réponse convient-elle? Parfait, oui, merci beaucoup Adrien. De rien. Alors ensuite, on a une question de Stéphane Renard. Que penser de l'emballement pour l'IA? L'Europe doit-elle participer à cette course à toujours plus d'IA pour ne pas rester en retrait ou doit-elle choisir la sobriété? Là, c'est une très bonne question. Je parle très peu de l'IA pour deux raisons. La première, c'est que je ne suis pas du tout expert de l'IA. Et la deuxième, c'est que j'ai l'intuition très forte qu'en fait, l'IA est juste une surcouche sur le numérique et donc que les mots et les solutions sont un peu les mêmes.
Du coup, je vous donne un avis qui est pour le coup personnel et je pense qu'il ne vaut pas du tout comme réponse, mais expert, de toute façon, tout ce que je dis, évidemment, est à prendre avec des pincettes. Personne n'est vraiment expert de rien, mais pour moi, l'IA, en effet, aujourd'hui, pose des questions qui sont vraiment compliquées. Et il y a l'aspect géopolitique que je maîtrise pas, mais en tout cas, sur un fond d'éthique, je pense qu'on gagne vraiment à ne pas jouer le jeu de la course. Moi, je trouve que c'est une course à l'armement, en fait. Je trouve que le parallèle que font certains sur la course à l'armement, par exemple, entre les nations, ou même la course à l'espace, en fait, on retrouve la même chose avec la course à l'IA. Et en fait, tout ça, c'est jamais vraiment guidé par un esprit démocratique, de justice sociale. Et donc, pour moi, il faut arriver à dire non. Après, la géopolitique fait que c'est très difficile, mais à mon avis, la solution, c'est de dire non, en tout cas. Ouais. C'est radical, là. Oui, enfin, je veux dire, quand je dis dire non, c'est de refuser et dire non à l'emballement. Ça ne veut pas dire, qu'on arrête de faire de l'IA et qu'on ne recherche rien, mais il faut continuer d'ailleurs de parler de l'IA. Et d'ailleurs, si vous voulez une ressource de vulgarisation, il y a une page de Framasoft qui s'appelle Framamia. Qui explique, je trouve très bien, de manière très pédagogue, avec plein de ressources, qu'est-ce que c'est que l'IA, vraiment, et puis pourquoi est-ce qu'il faut s'en préoccuper, ou en tout cas s'en emparer de manière citoyenne, et pas juste l'utiliser comme ça, comme un outil sans le comprendre. Voilà, c'est peut-être le seul conseil que je peux faire. Merci. Et puis, il y a le petit complément, est-ce qu'il y a des pistes de modules de formation ou des exemples d'universités qui enseignent ou sensibilisent fortement à la sobriété énergétique? Ça pourrait être un moment de parler un peu du campus de la transition, non? Ça peut être un moment de parler du campus, en effet, notamment qu'en plus, nous, on a un projet de monter une chaire industrielle sur les questions de sobriété, mais au campus, on a une organisme de formation, mais on est basé dans un écolieu. Et donc, c'est sur cet écolieu qu'on fait des formations et de la recherche. Et donc, l'idée, c'est, nous, dans ce qu'on fait dans les formations, c'est de venir, enfin, de parler de ces sujets de transition économique et sociale, mais aussi de l'incarner. Donc, les formations sont dans un écolieu avec des pratiques de sobriété qui sont réfléchies en commun. Et donc, avec toute une approche et des témoignages par les personnes qui vivent sur place, puisqu'il y a une partie des bénévoles et des salariés qui sont hébergés sur place. Et donc, ça fait partie, en tout cas, je pense, des choses intéressantes d'aborder la sobriété comme vraiment une question du débat, quoi. Enfin, quelque chose qui a à discuter ensemble, parce que la sobriété, elle doit être démocratique, c'est pas quelque chose qui s'impose. On n'impose pas la même sobriété à deux personnes en fonction de leurs usages, de leur situation. Et donc, d'en faire un sujet à travers une expérience collective. En tout cas, nous, c'est l'approche qu'on a au campus de faire venir des étudiants, des enseignants en séjour immersif sur place, pour vivre une expérience de sobriété et parler de ces sujets-là. Et après, pour ce qui est des ressources, spécifiquement sur le numérique, il me semble qu'il y a des ressources par l'Institut du numérique responsable. Je ne sais pas exactement s'ils ont une approche par la sobriété, mais en tout cas, ils parlent de numérique responsable. Ça peut être parmi les ressources gratuites quelque chose à diffuser. Voilà. Si ça répond. Merci. Il y en a certains qui publient des petits commentaires aussi. Là, je vois, en termes de sobriété numérique, l'ADEME a publié une étude le 17 novembre 2022 qui s'intéresse aux impacts environnementaux. Tout à fait, voilà, oui. il y a des petits échanges d'informations. Il y a eu un petit débat aussi sur Schumpeter. Donc, oui, chacun pourra lire. C'est débat parce que j'ai trouvé que c'était trop simpliste de dire que Schumpeter était désuet. Marie-Christine Monnoyer en ligne. Parce que, en fait, ce qui est très important et ce que dit bien Adrien, c'est qu'il faut changer les façons de produire et qu'il faut changer les façons de consommer. Et pour changer les façons de produire, eh bien, il faut se souvenir qu'il faut transformer nos formations, il faut faire évoluer tout ça, et ça n'est pas contradictoire avec ce que disait Schumpeter. Au contraire. Donc, utilisons les anciens auteurs avec attention et pas avec parcimonie. Merci. Je vois un autre commentaire et en même temps petite provocation de Vincent qui nous dit « Petite mise en abîme intéressante, quelle solution pour limiter l'impact de cette formation-là, de notre webinaire en fait, puisqu'elle est enregistrée et sera mise à disposition en ligne ?»
il y a du numérique nécessaire, mais ça se pose à plein de niveaux différents finalement. Et au nôtre, rien que quand on décide de faire un webinaire en ligne. Oui, totalement. Et là-dessus, il y a aussi des alternatives à YouTube, alors qui certes aujourd'hui n'ont pas la même visibilité et la même facilité d'accès que YouTube, mais il y a Peertube notamment qui est une alternative et voilà. Et ça fait partie de un peu de mes combats en interne, d'essayer de faire en sorte que dans les organisations pour lesquelles je travaille ou je suis bénévole, d'essayer de favoriser ces outils. Donc Peertube est une alternative à YouTube pour celles et ceux que ça peut intéresser. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Je vois beaucoup de merci pour l'intervention. Beaucoup de gens qui disent qu'ils vont y réfléchir à 2 fois, que ça les fait réfléchir. Voilà. Ça va porter des fruits dans la vie personnelle et professionnelle. Autre chose que je note aussi, c'est qu'on voit que vous êtes très passionné. Il y a un engagement personnel qui se ressent très fort. Donc, beaucoup de merci, c'est très riche. Voilà. Peertube, comment ça s'écrit? Est-ce que c'est P-E-E? Ah oui, P-E-E-R, comme les pairs. Je l'écris dans le chat. Hop. Ça y est, il y a quelqu'un qui l'a écrit aussi. Ouais. Merci beaucoup, Adrien.